Bonjour. Oui, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Bienvenue à la discussion Pénurie de main-d'œuvre, solutions pour le secteur audiovisuel qui est présentée par la Banque nationale, la SODEC, en collaboration avec Téléfilm Canada. Je m'appelle Mara Gour-Mercado et je suis la directrice générale de l'Académie, section Québec. Le Members Lounge 2022 est présenté par la Canadian Media Producers Association qui représente des centaines de producteurs indépendants à travers le Canada. Le Salon des membres 2022 est également rendu possible grâce au soutien de nos partenaires de programmation, c'est-à-dire la SODEC, Téléfilm Canada, le Fonds Bell, la Banque nationale, le BCTQ et la Caisse des jardins de la culture. Aujourd'hui, on parle donc solutions à la pénurie de main-d'œuvre. Tout d'abord, une spécialiste de la Banque nationale viendra présenter la stratégie capital humain et ensuite, deux professionnels de la production se joindront à elle pour discuter des pistes de solutions spécifiques à notre industrie. Sans plus tarder, je vous présente Catherine Luang-Phakdi, conseillère en ressources humaines à la Banque nationale. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci Mara pour l'introduction. Ça me fait un grand plaisir aujourd'hui de vous rencontrer, d'être enfin en mode présentiel pour justement vous parler du thème chaud de l'heure qui est la pénurie de main-d'œuvre. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis conseillère en ressources humaines pour le cabinet d'assurance Banque nationale et en fait, je fais des interventions au quotidien auprès des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprises. Donc, dernièrement, on a eu beaucoup de demandes par rapport à des enjeux sur le capital humain. Et au cours de la dernière année, on a développé un produit, en fait, une solution qui est adaptée pour justement venir contrer la pénurie de main-d'œuvre, qui s'appelle la stratégie de capital humain. Et en fait, avant de commencer, je pense que ça serait quand même important qu'on mette un peu la table sur ce qui se passe actuellement sur le marché par rapport à la pénurie de main-d'œuvre au Québec et au Canada. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, tous les jours, on entend parler dans les nouvelles, dans les fils d'actualité, que la pénurie de main-d'œuvre éclate partout. Et c'est vrai. Je vous rassure tout de suite, ça arrive dans tous les secteurs d'activité. Juste pour qu'on vous mette en contexte, présentement au Canada, selon Statistique Canada, en décembre 2021, au Canada, il y a environ 900 000 postes présentement qui sont vacants. Et au Québec, on a environ 215 000 postes vacants en 2021. Ce qui signifie qu'en même pas un an, il y a eu une augmentation quand même assez importante de manque de main-d'œuvre au Québec et au Canada. Et si plus précisément dans l'industrie du cinéma et de la télévision, présentement au Canada, il y a environ, près de 3 500 postes vacants. Et au Québec, on a environ 830 000 postes vacants, 830 postes vacants par rapport à la pénurie de main-d'œuvre. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'au Québec, la pénurie de main-d'œuvre a doublé dans le domaine, justement, du cinéma et de la télévision. Ce qu'il faut retenir en arrière, c'est que, en fait, la pénurie de main-d'œuvre, comme je vous l'ai dit, ça touche vraiment tous les secteurs d'activité. Et il y a plusieurs facteurs, justement, qui sont associés à la pénurie de main-d'œuvre, notamment le vieillissement de la population, aussi des nombreux départs à la retraite. Et aussi, il y a plusieurs personnes qui se disent, c'est le moment pour moi de faire un changement de carrière parce que ça se passe pas bien dans certaines industries, notamment dans l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration. Donc, présentement, il est clair que l'offre est plus grande que la demande et vous savez que présentement, il y a 65% des gens, des employés qui pensent à quitter leur emploi pour changer justement de poste éventuellement au cours des prochains mois. C'est quand même une statistique intéressante. Donc, les employeurs n'ont pas d'autre choix
que de repenser justement à l'offre aux employés et justement à réviser pour que cette offre-là cette offre en fait de rémunération globale soit le plus attrayante possible pour leurs employés afin d'attirer et de maintenir là, la pénurie, en fait leur capital humain. Donc, nous, en fait, au cabinet de l'Assurance Banque Nationale, on a eu l'idée justement de trouver une solution qui serait applicable là, pour nos entrepreneurs. Donc, on discute à tous les jours avec justement des dirigeants d'entreprises qui nous disent « Catherine, là, ça se passe pas bien, je perds mon monde chez les compétiteurs et autres. » Donc, on s'est dit, bien, pourquoi pas justement travailler sur une solution qui est assez simple, justement pour aider nos entrepreneurs à comprendre un peu c'est quoi le phénomène de la pénurie de main-d'œuvre et oui, qu'il existe des solutions quand même ultra simples qui peuvent s'appliquer là, dans ce contexte. Donc, c'est pourquoi on a créé la stratégie de capital humain, en fait, qui consiste à un genre d'écosystème qui compose en fait 4 éléments clés en ressources humaines. Donc, ce sont des éléments que nous, à la Banque nationale et au cabinet, on est capable là, de venir en aide aux entrepreneurs. Donc, il s'agit là des éléments qui comportent l'assurance collective par rapport à l'épargne retraite, par rapport aussi à la gestion de la paie et à l'assurance individuelle. Donc, si on peut, je vais aller à la slide suivante. Quand on parle d'assurance collective, en fait, notre objectif, c'est vraiment de conscientiser l'employeur pour lui poser les questions. Est-ce que toi, tu offres de l'assurance collective à tes employés? Si l'employeur répond non, mais est-ce que tu sais que, pour être attrayant en 2022, il faut absolument que tu offres de l'assurance collective parce qu'il y a 65% justement des entreprises à Montréal, selon les dernières données là, de la Chambre de commerce du Grand Montréal métropolitain, qui disent que justement, si tu n'offres pas l'assurance collective, tu es vraiment là, pas compétitif par rapport au marché. Un candidat présentement, là, on sait qu'il y a comme un éventail de choix par rapport à un poste, mais il va choisir un employeur, en fait, justement, qui offre une assurance, un package qui est beaucoup plus intéressant qu'un autre. Et on leur pose aussi la question, savez-vous que il y a la moitié des employés présentement au Québec et au Canada qui souffrent de santé mentale depuis le début de la pandémie. Et on leur dit, mais est-ce que vous offrez justement des solutions pour contrer ce phénomène-là? Par exemple, offrez-vous un programme d'aide aux employés ou sinon, offrez-vous de la télémédecine? Par la suite, on aborde aussi le sujet de, en fait, l'épargne retraite. Puis quand on parle d'épargne retraite, on vient aussi poser la question par rapport à est-ce que vous offrez la possibilité à vos employés d'épargner pour leur retraite? Et on leur rappelle aussi que, vous savez, hein, lorsque vous êtes une entreprise de 5 employés et plus, ça fait partie de la loi, mais vous avez l'obligation d'offrir justement un moyen d'épargner pour la retraite de vos employés. Et aussi, ce que vous pouvez faire aussi, là, avez-vous déjà pensé à offrir justement une cotisation par rapport au régime de retraite pour que ce soit attrayant pour les employés, pour qu'ils puissent justement venir travailler chez vous et puis qu'ils puissent rester aussi au sein de votre entreprise. Et évidemment, on parle aussi d'éducation financière. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais au Canada, selon les dernières études de Statistique Canada, en fait, il y a plus de 40% des employés qui ont la difficulté à dormir le soir dû au stress financier. Et le stress financier, on le sait, au travail, les employés apportent le stress financier aussi au travail. Et ça a été prouvé scientifiquement que, justement, l'employeur a une perte de 1 000 $ par année, par employé, ce qui n'est quand même pas rien. Et il y a aussi 70% des employés qui demandent justement à leur employeur « Écoute, j'aimerais vraiment ça que tu m'aides à justement épargner davantage, à tous des trucs et astuces. Tu sais, moi, j'ai une jeune famille, j'aimerais ça justement acheter une maison, encourager l'épargne pour les études de mes enfants, etc. » Donc, on est vraiment là aussi pour leur donner cette solution-là.
Et par la suite, je vois que le temps presse, mais on parle aussi de la gestion de la paix qui est quand même assez importante, hein, parce que quand on parle de paix, il y a environ 200 lois en fait, au Canada qui existent pour gérer la paix des employés. Donc, un employeur là, qui est justement en situation, en fait, qui par exemple, qui paie la paie de son employé en retard ou autre, ben, l'employeur peut justement avoir des pénalités quand même assez graves. On parle aussi de l'assurance individuelle. Et l'assurance individuelle, en fait, ça consiste à offrir de l'assurance aux dirigeants et aux employés clés de l'entreprise au cas où qu'il arrive quelque chose, si jamais le dirigeant part demain ou l'employé clé. J'essaie d'aller vite parce que je vois que le temps file. Donc, pour faire vivre, en fait, un peu là, cet écosystème, on a créé, en fait, une solution numérique qui est très intéressante sur l'application Qualtrics. Donc, la solution numérique, vous voyez que l'interface est très, très belle. Et en fait, ça consiste à poser des questions, aux employeurs et aussi à leur offrir un genre d'éducation par rapport aux bonnes pratiques du marché. Donc, on pose des questions par rapport aux 4 grands axes de tout à l'heure, dont l'assurance collective, les rentes collectives, etc. Et on pose aussi des questions par rapport à l'expérience employée et aussi par rapport à la marque employeur. Et à la toute fin, justement, on établit, en fait, on aide l'employeur à trouver justement on aide en fait à établir des éléments qui ont été identifiés au cours là, du questionnaire et on va être là pour l'aider à justement trouver des solutions concrètes là, pour l'aider là, dans le futur avec un genre d'échéancier. Voilà. Je pense que ça fait tout. Je pense que je manque un peu de temps par rapport à la solution d'assistance RH. Juste pour vous dire, c'est une autre solution qu'on offre à nos entrepreneurs qui ont de l'assurance collective avec nous. Et au cours là, du panel de cet après-midi, là, on aura l'occasion d'en parler un peu plus loin. Donc, voilà. Merci. Merci, Catherine. Et maintenant, j'inviterai à l'avant Julia Langlois, productrice et associée chez Trio Orange, et Julie Fontaine, vice-présidente gestion des talents et communication chez Sphère. Hello. Est-ce que les micros fonctionnent? Oui, je pense que ça marche. Mon Dieu, j'ai l'impression qu'on va tellement toucher juste le tip de l'iceberg aujourd'hui. C'est fou, là. Juste à regarder ça. La pénurie de main-d'œuvre et la rétention d'employés, c'est vraiment une problématique ou une situation à laquelle on fait face. Moi, comme productrice, Julie, dans son département de RH chez Sphère, Catherine, même chose, en proposant un autre type de produit pour nous aider. Je pense qu'on devrait sauter directement dans cette belle problématique-là parce que nous, on aimerait avoir vos questions aussi après pour vraiment ouvrir cette discussion-là. Je pense qu'on va prendre un angle qui est beaucoup plus celui des employeurs, mais on va parler aussi des employés. Allons-y d'emblée. J'aimerais vous demander, c'est quoi la situation ou l'événement présentement qui fait que les gens viennent cogner à votre porte? C'est quoi la situation qui revient présentement? Bien, en fait, oui, je peux commencer. En fait, c'est ça. Nous, au quotidien, on parle avec beaucoup d'entrepreneurs dans tous les secteurs d'activité. Et les demandes qu'on reçoit le plus souvent, c'est « Catherine, qu'est-ce que je peux faire? Je perds mon monde pour des compétiteurs. » Donc, je leur pose des questions de base. Par exemple, c'est quoi que tu offres à tes employés en termes d'offres de rémunération globale? Est-ce que ça correspond à ce que le marché offre? Par exemple, je leur pose la question, avez-vous déjà fait un benchmarking, une étude de marché, justement par rapport au salaire de vos employés? Ils me répondent non, je ne sais même pas que ça existe, donc je ne sais pas comment faire ça. Donc, ça, c'est vraiment la réalité là, des entrepreneurs d'aujourd'hui. C'est le genre de questions que je reçois quand même assez souvent. C'est ça. Donc, on essaie vraiment là, de leur guider vers des bonnes solutions, vers les bonnes pratiques là, pour avoir un peu l'offre aux employés.
Julie, toi, ta situation particulière? Notre situation particulière, très similaire à probablement beaucoup d'entre vous qui regardez aujourd'hui ou qui sont là aujourd'hui, c'est beaucoup autour du recrutement. Nous, on a très peu de contrôle. On a deux situations. Donc, on a des employés permanents à l'interne où on contrôle les salaires et il y a tout le côté des accréditations syndicales qui contrôlent les salaires. Pour le benchmarking, nous, on le fait. Donc, c'est une des choses on a éliminées. Donc, à mon entrée, il y a 1 an et demi, là, il y a des choses qu'on est allé régler de base au niveau de la rémunération. Je vous dirais que de plus en plus, les gens viennent cogner, pour le recrutement, l'embauche stratégique de comment je fais pour savoir si c'est la bonne personne, parce que là, j'en ai pas beaucoup, puis là, je veux m'assurer. Beaucoup d'enjeux de performance. Là, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, on est moins enclin à laisser partir quelqu'un qui ne performe pas parce qu'on ne sait pas s'il y en a un autre en arrière, qui était très différent de l'industrie avant où quand la personne ne performait pas, il y en avait 14 en arrière. Donc, on a beaucoup de discussions comme ça par rapport à la performance, comment je le coach, comment je navigue avec cette personne-là. Ça change complètement les paradigmes là, où le producteur va devenir un peu un coach, un formateur, et on n'est pas nécessairement structuré pour ça. Fait qu'on les accompagne. Tout l'enjeu de santé mentale, on le sait, avec la pénurie, ça a mis beaucoup de pression sur notre industrie. On était choyés d'être retournés au travail, mais est venu avec ça quand même un choc. On a des gens qui travaillaient, un couple qui était dans l'industrie, donc là, ça crée un stress. Fait que ça, c'est beaucoup de choses où là, la fragilité du marché, la fragilité sur les plateaux de tournage, toute la question d'harcèlement, tout ça. Fait que les gens vont venir nous voir, qu'est-ce que c'est de l'harcèlement? Est-ce que ça en est? Comment je règle un conflit sur le plateau? Chose qu'avant, on arrivait à régler. Là, il y a une certaine fragilité, il y a une sensibilité au capital humain et les gens viennent à nous pour ces raisons-là. On parle de situations particuliires. En fait, Julie, il n'y a pas énormément de boîtes de production à Montréal qui a un service de relations humaines à l'interne. C'est ça, cette situation particulière, parce qu'il y a toutes sortes de grosseurs de boîtes de production à Montréal. C'est pas tout le monde non plus qui peut avoir un département de RH. Donc, c'est vraiment intéressant de t'avoir avec nous aujourd'hui parce qu'on va peut-être voir aussi qu'est-ce que ça crée comme différence, puis peut-être prendre des trucs pour les boîtes qui sont peut-être plus petites. Qu'est-ce que ça prend présentement pour les employeurs ou les producteurs, ou en tout cas les gens qui emploient, pour bien naviguer la pénurie présentement? Bien, en fait, il existe plusieurs solutions. Déjà, c'est ça ce que je dis aux entrepreneurs, c'est que leur rôle à eux, c'est vraiment de gérer plus la business. Hein? Donc, quand on parle là, de ressources humaines, souvent dans les PME, il n'y a pas de ressources qui est dédiée aux ressources humaines. Pourtant, c'est quand même assez complexe. Hein? Ça couvre plusieurs champs. Et je leur dis, écoutez, vous, là, si vous n'avez pas justement de temps ni de compétences pour gérer vos ressources humaines, ce que nous, on conseille souvent dans la pratique de l'industrie, c'est qu'on leur propose justement d'embaucher là, une personne, une experte en ressources humaines, soit une fois ou 2 fois par semaine. Et ça, c'est une pratique qui est quand même assez courante. Des consultants? Oui, tout à fait. Absolument. Moi, je suis d'accord avec ça. Je pense que oui, il peut y avoir des ressources. Nous, c'est un choix stratégique. Quand notre président a vu la pénurie de main-d'œuvre qui arrivait, les complexités sur le marché du travail, c'est une priorité qu'il a mis de l'avant. Il avait le luxe de le faire. C'est un choix qu'il a fait. Et là, nous, on est vraiment là pour supporter les équipes. Mais je pense sincèrement qu'une consultation externe fonctionne. Si je peux naviguer dans un autre sujet, oui, il y a l'attraction, mais aussi la rétention. Tu sais, je pense que les dirigeants doivent être sur le plancher, doivent être à l'écoute, parce qu'un des enjeux de la pénurie, c'est pas juste d'attirer des nouveaux talents, mais c'est aussi de garder ceux qu'on a. Le talent attire le talent, puis c'est ce qu'on explique souvent. Fait que moi, ce que je conseille toujours à mon dirigeant, c'est d'être présent. Oui, son métier, c'est de gérer, de faire du développement d'affaires, mais il faut que les autres dirigeants soient très proches de leurs gens et ils réussissent à le faire très bien. Mais c'est ce qu'on leur conseille. Il y a l'aspect d'attraction,
mais il y a le gros enjeu de rétention et d'être à l'écoute des gens et d'écouter de ce qu'ils ont besoin, de donner la chance, de leur faire partie de la décision. Mais justement, en fait, on se pose parce que c'est vraiment au cœur présentement des discussions de tous les dirigeants. Moi, je sais que chez Trio Orange, on se pose cette même question-là. C'est une question qui est sur les lèvres de tout le monde. La pénurie, ça ne touche pas juste notre industrie. Est-ce que vous avez certainement, parce que moi, je ne suis pas une spécialiste des RH, mais un début de réponse à ça, qu'est-ce que nos employés cherchent présentement? Qu'est-ce que les gens, nos travailleurs qui sont excessivement essentiels à faire la production télévisuelle, puis Dieu sait qu'on a des grosses équipes en télé. Donc, qu'est-ce qu'ils cherchent? Bien, moi, je peux parler de mon expérience en production. Il y a 2 volets, puis les gens qui me regardent aujourd'hui, peut-être que pour vous, c'est différent. Moi, ce que j'entends, il y a 2 aspects à ça. Il y a tout le côté... c'est des créateurs, donc le projet les appelle beaucoup. Est-ce que ça va faire du sens que je participe sur ce projet-là? Est-ce que je veux... Ils ont le luxe de choisir. Donc, le contenu, ce qu'ils vont travailler, le projet, les équipes. On a fait un sondage, nous, à l'interne, au niveau de la marque, tout ça. Puis, les gens, ce qu'ils demandent, c'est, en premier, c'est le projet, c'est l'équipe, puis après ça, c'est le brand ou la compagnie. Fait que le premier aspect, c'est ça qu'ils nous demandent. Sur quoi je vais travailler, comment je vais contribuer, c'est quoi vos valeurs et tout ça. Puis l'autre aspect, c'est tout le côté de l'empathie, qui n'était pas nécessairement quelque chose, je pense, dans l'industrie. Là, ils recherchent beaucoup d'empathie, de compréhension, puis on en a jasé, on en jase constamment, nous aussi. Ils veulent savoir ça, toute la conciliation entre le travail et la famille qui les préoccupe. La pandémie a aussi amené ça. Ils ne veulent pas travailler d'aussi longues heures qu'ils le voulaient ou que l'industrie le demandait. Fait qu'on sent que les gens sont un peu déchirés, ils veulent se sentir en sécurité, ils veulent se sentir écoutés. C'est vraiment ça, en tout cas, de notre côté. Oui, il y a le côté rémunération, ce qu'on peut contrôler, on le fait. Je pense que tout le monde le fait bien parce que quand on rencontre les gens entre compétiteurs et tout ça, je pense qu'au niveau de la rémunération, on a réussi à faire quelque chose de bien à ce niveau-là, au niveau des assurances collectives. Je pense qu'on se compare tous. Là, je suis en ressources humaines, je rencontre des gens, on se partage des gens. Je pense que là-dessus, nous, on ne sait pas. C'est vraiment le projet, c'est la personne pour qui ils vont travailler, c'est qui le réal, c'est qui... ils veulent faire partie d'une équipe. Puis ça, c'est souvent les questions. Puis écoutez, il y a une demande de contenu énorme, vous le savez. Là. Ils ont le choix, puis de ne pas venir chez nous, c'est pas parce qu'ils vous aiment pas, c'est qu'ils ont le choix et c'est ce qu'ils nous demandent. Est-ce qu'il faut voir un employé comme un client? Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce qu'on est rendu à séduire nos employés comme on aborde un client? Bien, en fait, tout à fait. Parce que, en fait, un employé, c'est vraiment on appelle plus ça des employés, c'est plutôt des collaborateurs. Hein? C'est quoi? Excuse? Non. Mais c'est en fait, les termes changent au quotidien. C'est sûr que il faut qu'on soit à l'écoute. Tu sais, qu'on parle quand on entend parler d'un client, on ajuste nos produits, nos solutions pour vraiment pouvoir vendre. Ouais. Donc, c'est un peu le même principe aussi par rapport aux employés. Donc, est-ce que ton offre est assez attrayante justement pour attirer, retenir et mobiliser tes employés? Et ce qui est aussi super important, c'est que il faut être alerte aussi sur ce qui se passe sur le marché, sur les bonnes pratiques. Il y a des études là, qui sont sorties, là, qui n'arrêtent pas de sortir, en fait, depuis janvier là, de cette année, qui parlent de qu'est-ce qu'il faut justement pour retenir les employés. Donc, ce que ça dit, ces études-là, c'est que, premièrement, veut pas, il faut, comme Julie le disait tantôt, il faut vraiment qu'on focus, qu'on regarde premièrement les choses de base. Et quand on parle de choses de base, on parle de salaire, de rémunération globale, on parle de salaire et d'avantages sociaux, d'assurance collective, rente collective, etc. Mais il ne faut pas seulement les offrir, mais il faut aussi se poser la question, est-ce que mon offre est vraiment adaptée en fonction de mes employés? Parce que c'est sûr, c'est différent d'une entreprise à l'autre, mais la meilleure façon de le faire, c'est justement de sonder les employés, d'être alerte sur ce qui se passe sur le marché et aussi là,
On sait tous qu'il y a différentes générations aussi d'employés dans une entreprise. Il faut qu'on soit capable d'adapter notre offre pour ces employés-là pour qu'ils restent chez nous. Qu'est-ce que vous pensez de l'extracurriculum de... Tu sais, là, c'est sûr qu'on sort de la pandémie, là, puis on revient en présentiel. Ça fait du bien, je pense, à tout le monde. Ça fait du bien au moral des équipes, là. En tout cas, nous, on le ressent énormément. Mais j'ai l'impression que tout ce qui était activité extra-travail avant, j'ai l'impression qu'il faut quand même qu'on en donne plus là-dessus ou que ça fait du moins une différence. Est-ce que vous ressentez ça aussi? Oui. Pour être certaine de comprendre. Mais tu sais, je sais pas, moi, des 5 à 7 au bureau, tu sais, aller faire du team building, tu sais. Bien, oui et non. OK. Ça, moi, je vois deux choses. Oui, on en demande des activités le plus, les semaines de ci, les semaines de ça, tout le côté santé, bien-être, bien évidemment, ils nous demandent beaucoup de support à ça, on organise des scènes. Bon, il y a ce côté-là. Puis j'ai l'autre côté aussi où ce désir de retourner vers la famille aussi est là. Les gens veulent aussi... ça reste plus tant que ça en 5 à 7. Je pense que oui, sur les plateaux, tout ça. Mais nous, on se rend compte que c'est vraiment partagé. Fait que oui, il y a un budget, il y a une énergie par rapport à toutes les activités, le ralliement. Puis j'ose espérer, c'est ce qui fait partie de la culture aussi. On veut cette vie au travail-là. Puis c'est un peu ce qu'on a choisi, nous, c'est d'extensionner un peu la vie au travail de ce qu'ils vivent à la maison. Fait que oui, je pense que c'est une solution pour les organisations au niveau de la consolidation d'équipe. Énormément. Là, on le voit, ils demandent. On voit que les autres employeurs aussi le font. Là, toutes sortes d'activités de team building ou quoi que ce soit. Je pense que c'est une bonne idée. Mais il y a l'autre côté aussi que les gens veulent retourner à la maison. Mais c'est vraiment, vraiment partagé d'une génération à une autre. Mais il y a quelque chose qu'on s'est parlé... off mic. Bon, ça y est. Off the record. Off the record. Non. Mais il y a quelque chose qu'on s'est parlé que je trouvais fort intéressant. Tu disais, parce que je te posais la question, est-ce qu'il faut voir une boîte de production comme un brand? Tu sais, on parle beaucoup de branding. Tout est une question de branding maintenant. Puis à un moment donné, tu te dis, oui, mais c'est important de promettre ce qu'on peut délivrer. Ouais. Ça, j'aimerais ça t'en parler. Je trouvais ça super intéressant. Ben ça, c'est mon petit côté personnel, là, comme leader RH pour moi. Puis c'est pour ça qu'on fait aussi partie de certaines entrevues, tout ça. Faut que tu sois capable de mettre des choses en place qui vont vivre puis que tu vas être capable de soutenir pendant un bon bout de temps. Il faut que ce que tu vas promettre, ce que tu brandes, que tu es, ce que tu dis que tu es, tu dois le faire vivre et ça doit être, faut que tu sois conséquent. Donc, je dis tout le temps aux gens, il ne faut pas partir trop gros parce que si on n'est pas capable de soutenir ces initiatives-là, ça va s'essouffler. Puis là, ben, ça va couper la promesse de ce qu'on avait dit qu'on était. Fait que, oui, moi, j'ai un profond désir. C'est pour ça qu'en entrevue, ou même quand on rencontre les gens, c'est de s'assurer qu'on va être capable, que ce soit au niveau du développement professionnel, à plein d'aspects, il faut absolument être transparent. C'est extrêmement difficile en ce moment parce qu'on est en mode séduction. Tantôt, tu parlais de clients. Moi, c'est sûr que mon profond RH, oui, je le comprends. Il faut les traiter comme des clients parce que malheureusement, on est en vente constante, il faut se démarquer, il faut amener la valeur ajoutée de venir travailler chez nous. Mais il faut faire bien attention. Notre industrie est beaucoup faite aussi, par rapport aux relations, au travail d'équipe. Il faut juste faire attention. Il ne faut pas que ça devienne trop transactionnel non plus. Puis moi, c'est ce que j'essaie d'injecter. Nous, on est là comme support à mes gestionnaires, puis toute l'équipe de production, mais on leur donne tous les outils à eux pour être capable de vraiment être en super relation avec leurs gens. C'est pour ça qu'il faut faire attention, la pyramide du client. Là. Oui. Je pense qu'il faut être à l'écoute. Fait que ça, je suis complètement d'accord, il faut être à l'écoute, mais il faut être capable de livrer quelque chose qu'on va être capable de soutenir. Pour moi, ça, c'est... Parce que là, j'ai l'impression qu'on part un peu en fou avec toutes sortes d'initiatives. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit capable de mettre des choses qu'on ne va pas s'essouffler. Ça, pour moi, c'est important. Moi, il y a quelque chose qui est arrivé cette année, je trouve fantastique. J'ai l'impression que dans des entrevues d'emploi, j'ai été interviewée. Absolument. Et non moi qui interviewais. Mais c'est ce que je disais tantôt, ils veulent savoir qu'est-ce que tu as à m'offrir, le contenu, c'est quoi le projet, c'est quoi je vais travailler, avec qui je vais travailler, ça va ressembler à quoi.
Absolument, puis il faut être transparent, mais oui, il y a un revirement Tout complet. à fait. Absolument. Mais c'est fantastique. Moi, j'étais comme, à la fin, j'ai fini. Ça m'est arrivé même à plusieurs reprises de finir des entrevues, faire comme, c'est moi qui étais, c'est moi qui étais sous le spotlight, tu sais. Puis à ce niveau-là, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui embauchent, tu sais, parce que ça peut aller de direction de prod à dirigeant ou à président de compagnie, quand on se fait interviewer. Qu'est-ce que... Bien, je comprends la transparence, les valeurs, mais est-ce que vous avez des conseils sur comment prendre ces rencontres-là? Bien, en fait, je crois que, tu sais, pour compléter un peu ce que Julie disait tantôt, puis par rapport à ta question, tu sais, ce qui est super important, là, justement, c'est qu'on parle, tu sais, de la marque employeur. Ouais. Quand on parle de la marque employeur, tu sais, ça ne parle pas seulement de, tu sais, qui on est, mais aussi par rapport à comment se sentent les employés au sein de l'entreprise. Puis quand on parle d'employés, on parle d'expérience employée. Ouais. Donc, il faut qu'on fasse le focus là-dessus en premier, de bien traiter nos employés pour qu'ils se sentent bien. Puis par la suite, c'est là qu'on peut travailler justement sur la marque employeur, de dégager en fait, tu sais, dans quel climat de travail on vit, c'est quoi la culture de l'entreprise et autres. Donc, je crois que c'est super important. Et à partir de là, justement, les candidats là, potentiels se renseignent par rapport à l'entreprise. Et c'est pour ça que aussi, lorsqu'il y a comme des entrevues, bon, forcément, ils te posent des questions parce qu'eux, ils sont déjà alertes. Hein. Ils savent déjà quel genre d'entreprise vous êtes, quel genre de production vous faites, etc. Donc, c'est super important de travailler sur la marque employeur. Moi, ça m'amuse. Moi, j'adore ça quand ils me passent en entrevue parce que c'est moins de travail pour nous. Là. Fait que ça, c'est absolument incroyable. Mais moi, je pense que ça démontre un trait de caractère. Fait que, il faut s'amuser à retourner la question aussi. T'sais. Pourquoi tu me la poses, cette question-là? Qu'est-ce qui est important? Toi, tu ferais quoi? Parce que c'est facile, oui, pour eux, de nous passer en entrevue. Mais il faut aussi savoir le derrière aussi de pourquoi ils posent toutes ces questions-là. C'est quoi les craintes? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ce questionnement-là pour aller vraiment discerner ce qui est important pour eux, pour après ça pouvoir se positionner adéquatement. Puis je pense qu'il faut avoir la capacité, même en pénurie, de parfois, à travers ces questions-là, de se rendre compte que peut-être que la personne n'est pas la bonne personne parce qu'elle vous demande énormément de choses que si on n'est pas capable d'y retourner ça au bout de la ligne. Un embauche, c'est hyper dispendieux. Vous le savez, vos projets sont sur une période très, très courte. Mais moi, on est ailleurs. On est une nouvelle génération. Je pense qu'il faut arrêter de dire, ben tu sais, à l'époque, c'était comme ça. C'est plate, mais c'est plus comme ça. Non. Oui, ils ont le gros bout du bâton. C'est eux qui nous passent en entrevue, mais moi, je dis, tu sais, embarque dedans, puis repose la question pour voir pourquoi ils posent cette question-là, puis qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'ils essayent d'aller chercher là-dedans le plus possible. Mais parfois, on n'a pas le luxe, puis garde, on va prendre les gens qu'on a. Tu sais, on en discutait tantôt avec un collègue ici, tu sais, après 35 appels, tu sais, que tu fais, puis tout le monde est booké, tout le monde est occupé, bien... Parfois, il faut aller chercher celui qui est peut-être, qui résonne moins, mais il faut être prêt à l'accueillir puis à bien le cadrer, puis c'est peut-être ça l'enjeu. J'aimerais qu'on prenne quelques minutes, Julie, pour parler de c'est quoi avoir un département de ressources humaines à l'intérieur d'une entreprise. Je pense que chaque entreprise a son modèle. Tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir un gros département RH. Mais c'est quand même intéressant pour certaines entreprises, peut-être qui pensent ou qui ne savent pas, c'est quoi, qu'est-ce que ça fait comme différence au sein d'une entreprise? Qu'est-ce que ça fait comme différence? Bien, je pense que Catherine en parlait tantôt, mais nous, comment je souhaite et je pense qu'on contribue en ce moment, tout est dans l'alignement. Ouais. Une boîte de prod, nous, c'est tout par acquisition. Beaucoup de boîtes de prod grossissent comme ça aussi. Fait que parfois, on a des différences de fonctionnement qui avec la nouvelle génération, ça dérange un peu ça. Ouais. Fait que, amener de l'alignement,
Tu as tout l'aspect aussi de communication. Les gens ont besoin beaucoup d'informations. Fait que ça permet de bien cadrer les messages, informer le plus possible les gens. Ça permet aussi une ressource interne pour un peu, là, excusez le terme anglophone, là, de bouncer un peu, qu'on dit. Là. Beaucoup de nos producteurs ou de nos gens, nos directeurs de prod ou peu importe, sont confrontés à des situations qu'ils n'ont jamais vécues. Et souvent, vont venir s'asseoir pour dire, OK, comment je le gère, cette situation-là? On a des thématiques super intéressantes qui arrivent au niveau de la diversité, de l'inclusion, la santé mentale, on le disait tantôt, tout ce qui est l'harcèlement au travail, la conciliation travail-famille, tout ça. Il y a des enjeux de performance. Fait qu'eux, ça leur permet, ils les ont, les réponses. Mais ça leur permet juste de bouncer puis de dire, OK, là je m'attaque comment à cette situation-là? Nous, moi, je viens d'une autre industrie complètement différente, mais la ressource humaine, elle agit de la même façon dans toutes les organisations. Fait que des fois, ça nous permet, mon équipe et moi, de dire, t'as-tu pensé à ça? Tu as essayé ça? Tu as vu ça comme ça? Puis des fois, juste un clic comme ça les aide à dire, ah oui, mon Dieu, j'avais pas pensé à ça. Des fois, il y a des enjeux un peu plus... Puis, tu sais, toi, tu as été aussi en relations humaines à l'extérieur de l'industrie du cinéma et de la télévision, puis là, maintenant, tu es là. Qu'est-ce que ça crée, toute la masse? Bien, pas qu'est-ce que ça crée, mais, tu sais, c'est quand même une masse de pigistes. Vous devez, faire affaire avec des gens qui sont leur propre PME. Absolument. Est-ce que tu traites ou est-ce que tu adresses les problématiques des pigistes chez Sphère? Oui, bien, en fait, je supporte les gens qui les traitent. OK. Fait à moins qu'il y ait une problématique ou un enjeu de recrutement ou une problématique X, justement, qui se passe, oui, on va rentrer. Mais le premier contact des pigistes, contrairement aux employés permanents, le premier contact est vraiment le producteur. Ouais. Et je tiens à ce que ça reste comme ça. T'sais, nous, notre travail, c'est vraiment de leur donner plein d'outils pour qu'ils soient capables d'interagir avec eux le plus possible pour qu'ils soient... Mais le premier contact, c'est vraiment eux. Mais on met une structure en place pour pouvoir les supporter le plus possible. Mais il y en a beaucoup. Puis beaucoup des enjeux sont des enjeux de recrutement dans l'industrie, surtout les pigistes. Donc, les contacts, c'est vraiment eux qui les ont. Parfois, ce qu'on va venir, c'est soutenir en arrière pour différentes façons. Mais le contact, c'est vraiment eux qui l'ont. Puis là, ça fait à peu près, tu me disais, 1 an et demi que tu es en poste. Est-ce que tu vois une différence? J'espère que oui. C'est ça. Une différence. Mais quel genre de différence tu vois dans la boîte? Quel genre de différence? Bien, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans la dernière année chez Sphère. Donc, c'est tout l'aspect humain. Les créatifs, eux, sont excellents avec les humains, mais ils préfèrent faire de la création. Ils préfèrent être les deux mains dedans. Donc, j'ai vu un espèce de soulagement parfois de situations où on vient vraiment alléger. On le disait tantôt, au niveau de la communication, ça les aide vraiment. On a fait beaucoup d'intégration, on a fait beaucoup de changements. Fait d'être toujours la personne qui rappelle le côté humain de la situation, de ne pas le négliger, que ce n'est pas nécessairement toujours une transaction financière. Je le vois dans les contacts, du moment où on est arrivé au moment d'aujourd'hui, où ils viennent beaucoup nous concrètement, là, est-ce que c'est toi qui interviens dans la compagnie? Est-ce que c'est comme toc-toc, je fais les employés, est-ce que c'est toi directement qui viennent consulter ou ça passe toujours par les producteurs? Oui, ça, c'était le off the record aussi, tantôt qu'on parlait. L'objectif, en fait, on est une petite équipe. Donc, oui, on a une personne qui répond aux employés pour toutes les questions opérationnelles, là, assurance et tout ça. Moi, ce que je tente d'inculquer, c'est vraiment de donner le plus de support possible aux producteurs parce que le premier contact, c'est eux. Je veux qu'ils soient le plus outillés. Je ne veux pas non plus devenir un service des plaintes ou des enjeux. Je pense qu'il faut absolument que nos gens soient le mieux outillés possible pour pouvoir être le premier contact. C'est eux le visage de l'organisation. Fait, quand nos gestionnaires, nos producteurs et tout ça, tout le monde est bien, bien, ça facilite beaucoup. On va commencer à aller vers le mot de la fin.
tu sais, je sais pas si Mara, tu l'as mentionné, mais je suis aussi sur le CA de l'Académie. Puis l'Académie, on essaie beaucoup de se positionner comme un joueur pour aller aider avec la relève, l'inclusion, l'intégration. Parce qu'il y a un besoin énorme qui s'en vient. On est dans une pénurie là. Je pense qu'elle va continuer encore plusieurs années. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Mais qu'est-ce que vous voyez pour la suite? Comment on va remplir ce manque à gagner? C'est 830, j'ai retenu ton chiffre. 830 personnes, c'est beaucoup. Exactement. Bien, en fait, tu sais, il existe une panoplie de solutions. Je suis quand même assez... À la base, je suis quelqu'un de positive. Hein? Donc, je vois vraiment que, tu sais, il y a possibilité là, que ça aille mieux. Il existe des solutions qui peuvent être adaptées là, selon l'industrie, selon l'entreprise. Donc, c'est pas un one size fit all. Donc, je sais que aussi là, on parlait de tantôt, tu parlais de tantôt là, tu sais quelles sont les solutions possibles là, pour les entrepreneurs justement pour leurs ressources humaines. Tu sais. Je pense notamment, nous, ce qu'on offre, en fait, une solution, c'est la solution d'assistance RH. Là. Tantôt, on a manqué de temps, là, mais la solution d'assistance RH, en fait, c'est une solution qui est offerte aux clients du cabinet d'assurance Banque Nationale qui ont de l'assurance collective avec nous et ils ont accès à ce qu'on appelle là, la solution d'assistance RH. Ils ont accès à du conseil gratuitement d'une CRHA, donc d'un expert qui est reconnu par l'Ordre des conseillers en ressources humaines. Et ce sont des entrepreneurs qui nous appellent. Ils n'ont pas nécessairement de département RH ou d'experts. Ouais. On est capable de les aider dans leurs enjeux en ressources humaines. Et en plus, on s'est associé à des partenaires qui sont vraiment d'actualité, là, qui répondent aux tendances du marché. Et ces partenaires-là, on essaie de négocier des gratuités pour nos clients, des rabais pour des mandats RH, etc., qui est super intéressant. Donc, il existe une panoplie de solutions. Donc, nous, là, plus concrètement, là, je pense que la solution d'assistance RH peut vraiment venir aider tout entrepreneur qui ont de l'assurance collective avec le cabinet d'assurance Banque Nationale. Tu répètes la question, Julie? Non, j'avais-tu l'air de dormir? Non, moi, je vois ça, bien, là, en ce moment, on est dans le bout difficile, mais moi, je suis de l'école où ça va peut-être nous forcer à repenser à nos façons de faire. Comme quoi? Je pense qu'il faut, il faut lâcher le modèle traditionnel. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, il va falloir se mettre à l'évidence que ça, c'est la réalité dans laquelle on est et comment on va naviguer, comment on va organiser notre travail avec ça. Je suis consciente qu'il y a beaucoup de pression, demande de contenu. Les diffuseurs n'ont pas baissé leurs exigences, les budgets et tout ça. C'est la réalité dans laquelle on vit, mais tout le monde la vit. Donc, moi, je pense que ça va nous forcer à repenser à nos façons de faire, repenser à comment on planifie nos organisations, comment on planifie nos projets. Je pense qu'il va y avoir ça, c'est nous qui le faisons parce que les producteurs, on le disait tantôt, sont beaucoup dans le immédiat, mais nous, on apporte le support de, OK, qu'est-ce qu'on fait pour aider en arrière? Tu sais, le long terme, on parlait tantôt des écoles, influencer les écoles par rapport au contenu, par rapport au fit, le choix des gens qui admettent, comment on peut rentrer plus fort un peu pour influencer. Fait que, je pense que nous, de notre côté, au niveau RH, on va tenter de collaborer plus avec les écoles. Mais je pense qu'il faut le voir du côté positif. Chaque chose arrive pour une raison. C'est peut-être parce que le modèle ne fonctionnait plus. On est pris avec ça, je pense, avoir lu pour au moins 10 ans. Oh, toi, tu penses 10 ans? Moi, je me disais 5. Là. Bien, moi, on peut dire 5. Là, ouais. Je pense que dans 5 ans, on va avoir embarqué, mais le temps de tout faire le virage complet, puis d'être habitué de bien fonctionner, moi, je pense que c'est au moins 10 ans, mais effectivement, dans 5 ans, si on a fait les changements adéquats, si on travaille avec les institutions gouvernementales pour un peu protéger nos talents, on le sait là, quand d'autres productions américaines débarquent ici, tout part, puis c'est super alléchant d'aller travailler. Fait que, à un moment donné, de voir
le balancier entre ça, de comment on préserve nos talents, puis comment on fait pour aussi les développer à l'interne. Et ça, c'était pas quelque chose nécessairement qui est commun. Je pense qu'il va falloir changer la façon dont on fait, de dire quand je prends un jeune, c'est quoi l'organisation que j'ai, c'est quoi la structure que j'ai. Tout à fait. Puis, on parlait des diffuseurs, c'est vraiment, c'est quand même étrange parce que j'aurais aimé ça, dans le fond, qu'il y en a un aussi qui serait avec nous parce que eux aussi ont de la pression. C'est généralisé. Eux aussi ont énormément de pression. Les chargés de projet de nos diffuseurs, on le voit, sont ultra chargés. J'ai beaucoup de compassion pour eux, honnêtement, parce que tout le monde doit créer beaucoup plus de contenu et eux aussi. Donc, on ne peut pas juste les pointer du doigt en disant que la problématique c'est exactement ce que je disais tantôt. C'est eux, les demandes ne changent pas, mais eux aussi ont une réalité. Tout à fait. On est en discussion avec eux où c'est la même situation pour eux. On ne peut pas partir tel show parce qu'il manque autant de monde de leur côté à eux. C'est un peu une réalité. Donc, tu sais, mon souhait de fée, est-ce qu'à un moment donné, on n'aura pas le choix, on se disait, quand on est à l'international, de s'asseoir et de dire, OK, là, à un moment donné, il va falloir qu'on trouve un équilibre. Mais je pense que ça part... Mais je pense que la conversation doit arriver à tous les niveaux ensemble autour d'une table, tout à fait. Par contre, dans les choses qui sont positives que j'ai remarquées de mon côté par rapport à notre réalité de la pénurie de main-d'œuvre avec les diffuseurs, c'est qu'il y a une plus grande ouverture à amener de la relève dans des postes clés, dont les auteurs, les réalisateurs. Absolument. Il y a beaucoup, ne serait-ce que là, 4 ans, là, c'était... Qu'est-ce qu'il a fait avant? Est-ce qu'il est rendu là? Ou il, elle, là? Est-ce qu'elles sont rendues là? Blabla. Alors que maintenant, je trouve ça super le fun parce qu'on peut arriver avec des jeunes auteurs ou des jeunes talents qui ont quelque chose à dire, qui ont de l'énergie, qui sont prêts, qui veulent prendre leur place, puis nos diffuseurs vont dire « OK, oui, on va lui donner sa chance. » Ça, moi, je trouve ça vraiment fantastique. C'est vraiment un aspect positif de tout ça. Quand on disait tantôt le talent appelle le talent, quand ils sont sécurisés, qu'il y a du talent à l'interne qui vont être capables de superviser, il y a une certaine ouverture, puis on le sent, puis je pense qu'on n'aura pas le choix, à un moment donné, de donner la chance à tout le monde, parce que sinon, ça fonctionne. À mon avis, je pense que ça ne fonctionnera pas. Bon. Moi, si je peux rajouter quelque chose, c'est que, tantôt, on parlait là, de revoir un peu l'offre des employés. Hein? Puis quand on parle d'offre des employés, on parle évidemment de la rémunération globale, donc du salaire direct, des avantages sociaux et autres, des vacances, justement aussi là, des parties, des 5 et 7, là, bref, etc. Mais ce qui est aussi très important avant tout, c'est de pouvoir permettre justement aux employés de se développer, de se former, d'aller justement là, faire des études et autres. Ça aussi, là, c'est vraiment... en fait, une solution pour justement garder les talents au sein de l'entreprise. Mais, puis on va finir là-dessus, en tout cas, on va finir là-dessus. Je suis super contente de cette conversation-là. Je pense que c'est une conversation qu'on va avoir encore longtemps. Puis s'il y a une chose que moi j'ai remarqué comme productrice, c'est vraiment que, tu sais, l'écoute, protéger ses équipes dans l'adversité, être là pour eux autres, être conscients de leur famille, de leurs besoins, d'aimer faire ce qu'on fait, faire des projets qui viennent nous chercher dans nos valeurs. Effectivement, c'est toutes des choses que je remarque qui font que nos équipes sont solides, qui reviennent, puis qui sont prêts à affronter des situations qui sont pas toujours faciles quand on doit produire rapidement puis livrer rapidement, la pression monte. Fait que quand les équipes sont solides puis qu'on se donne après tout un break collectif, là, ça fait vraiment une différence. Fait que, bien, merci. Merci. Je pense qu'on va faire une période de questions. Oui, en fait, pour les personnes qui nous écoutent en ligne et pour les personnes qui sont ici, on prend les questions, en fait. Nos 3 intervenantes vont prendre les questions. Donc, on vous invite à les poser. Vous pouvez tout simplement lever votre main et nous avons une collègue avec un micro. Ça prend quelqu'un qui casse la glace. C'est toujours la première personne qui est le plus tough. Yes! Une question en ligne. Oui, alors on prend les questions en ligne. Donc, en fait, comment est-ce que les différentes écoles et les différents programmes peuvent participer justement de ce renflouement de la masse critique là, de ressources dans notre industrie? On pense entre autres, par exemple, à l'INIS ou au programme en production à l'UQAM, à Concordia.
Hey, moi, j'ai une bonne question. Ben, je peux en parler un Vas-y. peu. OK, toi, t'es comme moi. Non, ben moi, j'ai mon opinion, mais je veux t'entendre. Mais moi, je suis une parce que ancienne toi, de t'es l'INIS. dedans. Oui, là. mais moi, je suis une ancienne de l'INIS en plus. J'ai été là. Je dois avouer que moi, je trouve ça vraiment essentiel. J'ai fait ATM, back in the days aussi. Donc, pour moi, l'école, la formation, c'est super important. Puis moi, je suis en contact direct avec mes anciens profs. Pour aller chercher ceux qui ont le goût, qui ont de la drive, puis qui vont donner l'extra mile. Là. Ça, pour moi, c'est essentiel d'aller les chercher dès maintenant et offrir des stages, offrir peu importe du tutorat, du mentorat. Je pense que d'inclure quelqu'un rapidement de l'école, je trouve que c'est une très bonne idée, surtout quand ça fit. Moi, si je peux rajouter par rapport à ce que tu dis, Julia, j'ai su dernièrement que justement à l'Université de Laval, hein, en septembre prochain, il va y avoir justement là, une cohorte, un baccalauréat dédié en fait au monde du cinéma et de la télévision, et aussi au cégep de Jonquière. Ils ont augmenté aussi le nombre d'admissions. Good. Hey, Ouais. Moi, dans mon temps, il fallait que c'était très contingent. C'est très contingent. Mais ça trahit notre âge. Mais moi, si je peux rajouter, je pense qu'il faut peut-être aussi un rapprochement entre les professionnels et ceux qui conçoivent aussi les curriculums. Parce que des fois, l'écho qu'on a, c'est quand ben, c'est comme n'importe quelle personne qui arrive à l'école. Quand la personne arrive travailler, on lui dit « Viens, je vais te montrer comment c'est dans la vraie vie ». Mais peut-être qu'il pourrait y avoir un rapprochement avec les écoles pour pouvoir un peu travailler sur le curriculum pour s'assurer que rapidement, quand la personne termine, on est un petit peu plus proche. On ne sera jamais pinpoint dessus, mais peut-être, et je sais que dans d'autres expériences où j'ai vécu, quand les deux travaillent ensemble, ça fait vraiment de la magie, puis surtout dans une pénurie de main-d'œuvre pour accélérer les gens qui rentrent et les mettre rapidement dans le bain, parce qu'il faut dire la vérité aussi quand ils sortent de l'école. Ça, c'est l'autre enjeu qu'on a, c'est que rapidement, les jeunes veulent avoir des postes, puis il faut leur expliquer qu'il y a des choses à apprendre aussi. Fait que je pense que ça pourrait être intéressant, à mon avis. Tout à fait. Moi, j'ai parlé avec des anciens, des étudiants d'ATM souvent, et c'est vraiment quelque chose à ajuster les écoles versus la réalité. Puis, en fait, c'est que tu as affaire à des rêves, des gens qui rêvent. Ils sortent, ils se voient réalisateurs journée 1 parce que la dernière année de leur programme, ils ont tout réalisé, ils ont tout gagné, ils ont fait un court-métrage. Mais tu arrives dans la réalité, puis il y a un reality check. Moi, j'aime beaucoup parler avec des jeunes étudiants pour leur dire ça, c'est normal. Revenir parce que c'est pas vrai qu'on va te confier des millions là, pour faire ta première série en sortant. On va t'accompagner pour te rendre là, certainement, si tu as tout ce que tu as besoin, puis si tu as ça en dedans. Mais ça, c'est sûr que des écoles spécialisées comme l'INIS ou comme l'École de l'humour, où il y a des professionnels déjà qui sont plus avancés dans leur carrière, ça, l'écart n'est plus là, ou presque pas. Absolument. Ça aussi, c'est le fun. Bref. Alors, on a deux autres questions. La première, c'est justement par rapport à l'outil de la Banque nationale. Pour des plus petites boîtes, en fait, qui n'ont pas nécessairement un budget de fonctionnement qui est si grand que ça, comment est-ce qu'on peut se permettre, en fait, de se payer ce genre de service, ou en fait, comment est-ce qu'on intègre ça dans notre day-to-day? Bien, en fait, si je peux répondre à cette question, il existe ce qu'on appelle ce que je racontais tantôt, la solution d'assistance RH. Donc, la solution d'assistance RH, en fait, c'est une solution qui est gratuite à tous les entrepreneurs qui ont de l'assurance collective avec le cabinet d'assurance Banque nationale. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de coût qui est associé à ça. Donc, ça, c'est une belle option, justement, pour les plus petites entreprises. Et je vous dirais qu'on a beaucoup de PME, mais encore plus des très petites entreprises. Donc, en bas de 30 employés, 10 employés et moins. En fait, ces entreprises-là ont accès à la solution d'assistance RH.
Des questions? On a fini les questions? Merci, Ah. c'est tout le temps qu'on Ok. fait. Donc, émission, je désolée. tiens à C'est tout le temps remercier qu'on a. Julia Langlois, Julie Fontaine et Catherine Loing-Facdi pour la conversation d'aujourd'hui. On remercie aussi nos partenaires, la Banque nationale, la SODEC et Téléfilm Canada pour la présentation de cette conférence. On vous invite à vous joindre à nous pour les prochaines activités du Salon des membres. Demain à 11h, on a une conférence projecteur Le métier de coordination d'intimité. Et à 15h, la lecture publique de la résidence d'écriture Je me vois à l'écran de Black on Black Film, qui sera aussi suivie d'un cocktail en personne. Donc, l'horaire complet du Salon des membres est disponible sur notre site Web et merci d'avoir été au rendez-vous. OK, on est en...